Bienvenue à l'Alliance française de Chicago, à la lecture de Françoise Sagan. Bonjour Tristesse. Nous sommes dans la deuxième partie, je vais lire le chapitre 10. C'est drôle, comme la fatalité se plaît à choisir pour la représenter des visages indignes ou médiocres. Cet été-là, elle avait pris celui d'Elsa, un très beau visage, si l'on veut, attirant plutôt. Elle avait aussi un rire extraordinaire, communicatif et plaisant, comme seuls en ont les gens un peu bêtes. Ce rire, j'en avais vite reconnu les effets sur mon père. Je le faisais utiliser au maximum par Elsa quand nous devions la surprendre avec Cyril. Je lui disais « Quand vous m'entendez arriver avec mon père, ne dites rien, mais riez. » Et alors, à entendre ce rire comblé, je découvrais sur le visage de mon père le passage de la fureur. Ce rôle de metteur en scène ne laissait pas de me passionner. Je ne manquais jamais mon coup, et quand nous voyions Cyril et Elsa ensemble, témoignant ouvertement de liens imaginaires, même si parfaitement imaginables, mon père et moi pâlissions ensemble. Le sang se retirait de mon visage, comme du sien, attiré très loin par ce désir de possession, pire que la douleur. Cyril penché sur Elsa, cette image me dévastait le cœur, et je la mettais au point avec lui, et Elsa, sans en comprendre la force. Les mots sont faciles, liants, et quand je voyais le contour du visage de Cyril, sa nuque brune et douce inclinée sur le visage offert d'Elsa, j'aurais donné n'importe quoi pour que cela ne fût pas. J'oubliais que c'était moi-même qui l'avais voulu. En dehors de ces accidents, et comblant la vie quotidienne, il y avait la confiance, la douceur. J'ai du mal à employer ce terme, le bonheur d'Anne. Plus près du bonheur, en effet, que je ne l'avais jamais vu, livré à nous les égoïstes, très loin de nos désirs violents et de mes basses petites manœuvres. J'avais bien compté sur cela. Son indifférence, son orgueil l'écartaient instinctivement de toute tactique, pour s'attacher plus étroitement mon père, et en fait de toute coquetterie autre que celle d'être belle, intelligente et tendre. Je m'attendris peu à peu sur son compte. L'attendrissement est un sentiment agréable et entraînant comme la musique militaire. On ne saurait me le reprocher. Un beau matin, la femme de chambre, très excitée, m'apporta un mot d'Elsa ainsi conçu. « Tout s'arrange, venez. » Cela me donna une impression de catastrophe. Je déteste les dénouements. Enfin, je retrouvai Elsa sur la plage, le visage triomphant. « Je viens de voir votre père. »« Enfin, il y a 1 heure. » « Que vous a-t-il dit ?»« Il m'a dit qu'il regrettait infiniment ce qui s'était passé, qu'il s'était conduit comme un goujat. C'est bien vrai, non ?» Je crus devoir acquiescer. Puis il m'a fait des compliments, comme lui seul sait en faire. Vous savez, ce ton un peu détaché, d'une voix très basse, comme s'il souffrait de les faire. Ce ton, je l'arrachais aux délices de l'idylle. Pour en venir à quoi ? Eh bien, rien. Mais si, il m'a invité à prendre le thé avec lui au village, pour lui montrer que je n'étais pas rancunière, et que j'avais les idées larges, évoluées, quoi. Les idées de mon père sur l'évolution des jeunes femmes rousses faisaient ma joie. « Pourquoi riez-vous ? Est-ce que je dois y aller ?» Je faillis lui répondre que cela ne me regardait pas. Puis je me rendis compte qu'elle me tenait pour responsable du succès de ses manœuvres. À tort ou à raison, cela m'irrita. Je me sentais traquée. « Je ne sais pas, Elsa, cela dépend de vous. Ne me demandez pas toujours ce qu'il faut que vous fassiez. On croirait que c'est moi qui vous pousse à... » « Mais c'est vous, dit-elle. C'est grâce à vous, voyons. » Son intonation admirative me faisait brusquement peur. « Allez-y si vous voulez, mais ne parlez pas de ça, par pitié. Mais il faut bien le débarrasser de cette femme, Cécile. » Je m'enfuis. Que mon père fasse ce qu'il veut, qu'Anne se débrouille. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec Cyril. Il me semblait que seul l'amour me débarrasserait de cette peur anémiante que je ressentais. Cyril me prit dans ses bras sans un mot, m'emmena. Près de lui, tout devenait facile, chargé de violence, de plaisir. Quelque temps après, étendu contre lui sur ce torse doré inondé de sueur, moi-même épuisée, perdue comme une naufragée, je lui dis que je me détestais. Je le lui dis en souriant, car je le pensais, mais sans douleur, avec une sorte de résignation agréable. Il ne me prit pas au sérieux. « Peu importe, je t'aime assez pour t'obliger à être de mon avis. Je t'aime tant. » Le rythme de cette phrase me poursuivait, tout le temps. Je t'aime tant. C'est pourquoi, malgré mes efforts, je ne me souviens plus très bien de ce déjeuner.
Anne avait une robe mauve, comme les cernes sous ses yeux, comme ses yeux même. Mon père riait, apparemment détendu, la situation s'arrangeait pour lui. Il annonça au dessert des courses à faire au village, dans l'après-midi. Je souris intérieurement. J'étais fatiguée, fataliste. Je n'avais qu'une seule envie, me baigner. À 4 heures, je descendis sur la plage. Je trouvai mon père sur la terrasse, comme il partait pour le village. Je ne lui dis rien. Je ne lui recommandais même pas la prudence. L'eau était douce et chaude. Anne ne vint pas. Elle devait s'occuper de sa collection, dessiner dans sa chambre pendant que mon père faisait le joli cœur avec Elsa. Au bout de 2 heures, comme le soleil ne me réchauffait plus, je remontai sur la terrasse, m'assis dans un fauteuil, ouvris un journal. C'est alors qu'Anne apparut. Elle venait du bois, elle courait mal d'ailleurs, maladroitement, les coudes au corps. J'eus l'impression subite, indécente, que c'était une vieille dame qui courait, qu'elle allait tomber. Je restai sidérée. Elle disparut derrière la maison, vers le garage. Alors je compris brusquement et me mis à courir moi aussi pour la rattraper. Elle était déjà dans sa voiture, elle mettait le contact. J'arrivai en courant et m'abattis sur la portière. « Anne, dis-je, Anne, ne partez pas. C'est une erreur, c'est ma faute. Je vous expliquerai. » Elle ne m'écoutait pas, ne me regardait pas, se penchait pour desserrer le frein. Elle se redressa, décomposée, elle pleurait. Alors je compris brusquement que je m'étais attaquée à un être vivant et sensible, et non pas à une entité. Elle avait dû être une petite fille, un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 40 ans, elle était seule, elle aimait un homme, et elle avait espéré être heureuse avec lui, 10 ans, 20 ans peut-être. Et moi, ce visage, c'était mon œuvre. J'étais pétrifiée, je tremblais de tout mon corps contre la portière. « Vous n'avez besoin de personne, murmura-t-elle, ni vous, ni lui. » Le moteur tournait. J'étais désespérée, elle ne pouvait pas partir ainsi. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. » »« Vous pardonnez quoi ?» Les larmes roulaient inlassablement sur son visage. Elle ne semblait pas s'en rendre compte, le visage immobile. Ma pauvre petite fille. Elle posa une seconde la main sur ma joue et partit. Je vis la voiture disparaître au coin de la maison. J'étais perdue, égarée. Tout avait été si vite. Et ce visage qu'elle avait, ce visage. J'entendis des pas derrière moi. C'était mon père. Il avait pris le temps d'enlever le rouge à lèvres d'Elsa, de brosser les aiguilles de pin de son costume. Je me retournai, me jetai contre lui. « Salaud, salaud !» Je me mis à sangloter. « Mais que se passe-t-il ? Est-ce qu'Anne… Cécile, dis-moi, Cécile !» Voilà, merci, bonsoir.